Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo de recommandation de lecture d'automne que j'ai bien aimé, que je trouve qu'ils vont bien dans l'esprit de l'automne. Alors ce ne sera pas que des lectures frissonnantes, spooky, scary, tout ce que vous voulez. Je pense que je ferai une autre vidéo pour ça. Là j'ai vraiment voulu mettre l'automne mais dans ce que voilà, ça de plus général et dans des genres assez différents. Je vais d'ailleurs commencer assez doucement avec les mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et Sanoé à l'illustration. Alors là, vous avez la saison qui représente l'automne et ici l'hiver. Alors j'ai aussi le tout premier qui s'appelle pardon, Les souvenirs de Ferdinand Top, qui est je ne sais pas où dans mon tas. Enfin, je sais à peu près où il est, mais il faut que je bouge plein de livres. Donc bon, pour l'instant, je suis pas allée le rechercher. Mais je voulais vous présenter cette, pardon, cette série, notamment ce tome 2, parce qu'il est vraiment dans les couleurs de l'automne, je trouve. Et c'est une série qui est vraiment pleine de douceur. Alors c'est à partir de 9 ans. C'est publié aux éditions L'École des loisirs dans leur collection 9. C'est voilà, et on va suivre en fait Archibald Renard, qui est ce personnage qui tient une librairie au cœur de la forêt de Belle-Écorce. Donc dans le tome 1, en fait, on va découvrir le personnage de Ferdinand Top. Alors Archibald Renard, il a cette librairie, et elle est un peu particulière cette librairie, puisqu'elle il y a notamment dedans les récits de vie des personnes qui habitent Belle-Écorce, ou alors si un tel a voulu écrire un livre sur l'astrologie, voilà, il a donné son livre à la librairie pour le vendre. Et voilà, ce qui fait que voilà, on a les récits de vie de plusieurs personnes ou des thèmes différents. Et dans le tome 1, Archibald Renard fait pas trop attention, mais quelqu'un vient lui acheter un livre, il fait pas attention. Et puis c'est tout. Et puis d'un seul coup arrive Ferdinand Top. Alors il commence à avoir de l'âge, Ferdinand Top, il commence à oublier des choses et il vient pour récupérer le livre qu'il avait écrit sur sa vie, notamment parce qu'il commence à oublier des choses et qu'il voudrait retrouver quelqu'un. Et bah, pas de peau, la personne qui est passée avant, c'est elle qui a acheté le livre et Archibald Renard n'a pas vu son visage, donc ils partent à deux à la recherche du livre écrit par Ferdinand Top. Alors le sujet, vous l'avez peut-être, bon, je pense que vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux, mais le sujet de ce livre, c'est en fait la maladie de l'oubli-tout, c'est-à-dire la maladie de l'Alzheimer. C'est vraiment un très beau roman parce que ça s'adresse aussi bien, je trouve, aux plus jeunes qu'aux plus grands. Alors peut-être qu'à 9 ans, il vaut mieux accompagner les enfants pour leur expliquer exactement ce que c'est. Mais, pardon. Mais c'est vraiment, c'est un roman qui m'avait vraiment touchée. J'ai pas de cas dans ma famille, hein, mais c'était hyper touchant. C'était vraiment très bien fait. C'était beau, c'était doux et en même temps, ça parle de sujets assez graves. Et dans ce deuxième tome qui s'appelle Les carnets de Cornelius Renard, on va retourner sur les traces du passé du grand-père de Archibald de Renard, puisque il y a un loup, Célestin Loup, qui arrive dans la librairie de Archibald Renard. C'est une librairie qu'ils ont de père en fils. Et Célestin Loup lui dit que, en fait, le grand-père de Archibald de Renard a volé la librairie à son père. Donc du coup, Archibald de Renard va voir son grand-père, mais son grand-père commence aussi à être un peu atteint de sénilité. Alors c'est un des sujets du roman, mais il y a aussi un autre sujet beaucoup plus important qu'on découvrira à la fin du roman. Et voilà, encore une fois, ça apporte des thèmes importants, des thèmes qui peuvent très bien, voilà, qu'on peut expliquer aux enfants et qu'on peut, et qui, voilà, qui s'adressent aussi aux adultes. Ça parle aussi de l'importance des secrets de famille qui malheureusement peuvent vite être destructeurs si on n'en parle pas, si on garde tout secret. Et voilà, Archibald va donc partir à la recherche des carnets de son grand-père, à la recherche du passé aussi de son grand-père. Et il va notamment partir avec son neveu qu'on retrouve ici. Son neveu qui, alors ses parents sont des explorateurs, des aventuriers. Malheureusement, il ne peut pas les suivre parce que c'est un enfant qui est très chétif, malade, très souvent. Et c'est un personnage qu'on retrouve dans le troisième tome. Voilà, donc là, c'est l'esprit de l'hiver, où là, on est plus dans des tons d'hiver. Et ses parents disparaissent, donc ils partent à la recherche des parents. Alors je ne sais plus comment il s'appelle,
Bartholomé. Bartholomé. Et on voit, bah, c'est un petit gamin, il est tout gentil, mais bah, comme il est souvent malade, chétif, bah, il n'a pas d'amis, les autres se moquent de lui. Voilà, donc on aborde encore un autre thème. Et il y a le quatrième qui va sortir bientôt, là, au mois d'octobre, je crois. Et je voulais vous montrer un peu aussi les illustrations pour celui-ci de Sanoé, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très automnal. Et je trouve que c'est peut-être aussi celui-ci, en termes d'illustration, qui m'a le plus marqué. Je le trouve magnifique. Je trouve, voilà, les tons, les couleurs sont juste superbes. Franchement, j'adore. C'est d'une beauté. Et puis, c'est voilà, c'est quelque chose qui vous marque, qui vous prend aux tripes. Alors, c'est quelque chose pour les enfants, mais c'est vraiment excellemment bien fait. Et je vous conseille vraiment cette série. Ensuite, après les Mémoires de la forêt, toujours pour rester dans un peu de douceur, j'ai mis une romance aventure qui s'appelle Le murmure du vent Cheyenne de Sonia Kourakine, qui est un auto-édité que j'ai lu cette année, je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus trop, qui se passe à la fin du 19e siècle. Alors, je l'ai mis là parce que, voilà, on va avoir une partie de l'aventure qui se déroule en Écosse et l'autre partie aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis. Et je sais pas, déjà le titre, le murmure du vent Cheyenne, le vent, ça m'avait pensé à l'automne. Et puis je trouvais que les couleurs du livre, un petit peu aussi, me faisaient penser à l'automne. Et voilà, enfin, je sais pas, je trouve que c'est une romance à découvrir. Oui, elle pourrait se découvrir au printemps aussi, mais vraiment au moment où on est dans des changements, effectivement, assez doux de saison. Et là, en fait, on va suivre Catriona, qui vit donc en Écosse avec sa mère et son frère. Pardon. Malheureusement, son père a fait de très mauvaises affaires et il s'est retrouvé endetté. Il est décédé et Catriona et sa mère sont obligés de travailler. Enfin, surtout Catriona, puisque sa mère est malade. Et son frère dépense le peu d'argent qu'ils ont en jouant ou en investissant dans des trucs complètement farfelus. Et il revient un soir en disant, bah, j'ai acheté une terre pour qu'on aille vivre en Amérique. Donc Catriona n'est pas forcément enchantée qu'il ait dépensé le peu d'argent qu'il leur restait là-dedans. Et ils vont quand même se retrouver obligés de prendre le bateau pour aller en Amérique. Et là, ça va être le début de l'aventure. Ça va être la découverte après aussi de l'Amérique, le voyage à travers les États-Unis pour rejoindre les grandes plaines de l'Ouest américain. Donc, je trouvais ça assez... voilà, les décors sont tellement magnifiques. Ces grandes plaines américaines, je les ai jamais vues en vrai, j'aimerais bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est des endroits où il y a très peu de civilisation encore maintenant. Enfin, il y a peu de maisons, c'est surtout des grandes fermes. Mais à cette époque-là, encore moins, il n'y avait que les Indiens qui y vivaient. Il y a notamment en plus ce clash entre les Indiens et les colons blancs qui ne sont pas respectueux du mode de vie des Indiens, qui volent leur nourriture, qui pillent leurs vivres, notamment les bisons, qui tuent à tout va, qui prennent leurs terres. Enfin, donc on a tout ce côté-là, on va avoir un petit peu voilà ces deux façons de penser. Catriona qui quelque part a été obligée de fuir son pays et d'un autre côté cet Indien qu'elle va rencontrer qui va lui aussi lui raconter son histoire. Et voilà, je trouvais que c'était une belle histoire. C'est tout en étant réaliste et en nous en rêver avec ce côté voilà ces paysages très très idylliques. Alors, après, je vais passer sur des romans un petit peu plus durs, notamment par des romans policiers. Alors, j'ai pris le tome 1 de la triade irlandaise pardon, Auguste Pointe de Gérard Coquet aux éditions M+. Bon, comme ça parle d'Irlande, voilà, pour moi, l'Irlande, c'est pareil. Je sais pas pourquoi, ça évoque l'automne. Alors, vous allez me dire, c'est très vert, mais en même temps, comme il pleut beaucoup en Irlande, c'est-à-dire même si vous y allez l'été, le temps reste toujours un petit peu, voilà. Bon, en même temps, comme je suis dans le nord de la France, je suis pas trop dépaysée, mais je sais pas, oui, vous me direz, c'est tellement vert, ça pourrait faire penser au printemps, mais non, le fait qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait énormément de végétation, enfin, cette explosion de couleurs, moi, ça me fait penser à l'automne. Et dans ce roman, il y a un côté assez violent aussi au niveau de ce qui se passe en Irlande. Alors, les 3 tomes sont sortis, les 2 premiers sont sortis en poche, et le 3e est sorti il n'y a pas très longtemps en grand format. Donc, dans cette trilogie, on va suivre Kiara McMurphy, qui est originaire d'une petite ville d'Irlande qu'elle a quittée assez précipitamment. On va savoir pourquoi en lisant le roman. Elle est devenue policière et elle va être obligée de retourner dans cette petite ville parce qu'il s'y passe voilà, des événements assez violents.
à savoir, alors nous sommes en Irlande du Sud, mais il y a encore ce côté lutte pour l'indépendance de l'Irlande qui est très important. On se rend compte à quel point c'est une terre magnifique, une terre de légende, mais aussi une terre de violence à cause de toutes les guerres qu'il y a pu y avoir, tous les affrontements qu'il y a pu y avoir entre les Irlandais et les Anglais. Et voilà, quand elle retourne là-bas, elle n'est pas forcément la bienvenue. Le début, ça commence par l'enterrement d'une personne qui aura un rôle très important, même si elle est décédée, voilà, c'est son fantôme qui va rester là tout au long de l'histoire. Il y a plusieurs histoires qui vont s'imbriquer les unes dans les autres, parce qu'il y a le passif de ceux qui ont lutté pour l'indépendance de l'Irlande, donc un passé quand même très violent. Il y a voilà, les services secrets, il y a la police, vous avez des mercenaires, vous avez aussi comment c'est... Alors c'est pas des druides, ils portent un autre nom, c'est proche des druides, mais voilà, qu'on considère comme des descendants de druides, parce qu'ils sont gardiens du folklore et des légendes irlandaises. Et elles jouent un rôle très important, les légendes irlandaises dedans d'ailleurs. Il y a presque un côté fantastique dedans et c'était vraiment super, je trouve, d'avoir inclus les légendes irlandaises dedans, les légendes celtiques. J'ai vraiment adoré cette partie-là parce que ce sont voilà, des légendes qui me passionnent. Donc c'était vraiment super. Et voilà, donc on va suivre. En fait, il y a plusieurs enquêtes parallèles et il y a ce druide. Alors je sais plus, c'est pas un druide, hein, il porte un autre nom, mais qui joue un rôle très important. Et voilà, parce que l'Irlande c'est ça aussi, quoi. C'est une terre de légende, une terre où il y a le petit peuple, où vous pouvez croiser, voilà, des elfes, des faillés, des gens du petit peuple à tout moment. Et c'était pour ça, c'était une lecture vraiment très prenante. Qui rentrait bien dans l'histoire de l'Irlande et qui en même temps remettait en avant aussi toute la mythologie celtique et irlandaise. Alors, toujours pour rester dans le policier, alors ce roman-là, je ne l'ai pas parce que je l'avais découvert quand je travaillais près d'Arras en bibliothèque. C'est un livre que j'avais d'ailleurs acheté pour la bibliothèque. En lisant le résumé, je m'étais dit, tiens, il n'a pas l'air mal ce livre. Oui, bah, je crois que j'avais vu un peu juste puisqu'il s'agit de la Chambre des morts de Franck Tillier. Bon, voilà, je sais pas, faut parler de Franck Tillier, du succès qu'il a maintenant. Et je me rappelle que ça avait été, je l'avais découvert par ce livre-là et j'avais vraiment adoré. J'avais une collègue qui était aussi mordue de thrillers. Je dis, il faut que tu le lises. Et on avait beaucoup de lecteurs qui adoraient les thrillers. Donc on le conseillait à tous les lecteurs de thrillers. Et tout le monde avait été enchanté de ce roman. La Chambre des morts, c'est le premier roman où on voit apparaître le personnage de Lucy Bell, hein, parce qu'il a deux héros récurrents, hein, Franck Tillier. Le premier, c'est Franck Charcot. Donc, il avait écrit avant La Chambre des morts, Deuil de miel et Train d'enfer pour Ange rouge. On voyait Franck Charcot. Et ensuite, il a écrit La Chambre des morts avec Lucienne Bell. Il a écrit un autre roman où on voit aussi Lucienne Bell, je ne sais plus lequel. J'avais moins accroché. Et après, il a écrit Gattaca et Syndrome E, où il réunit ces personnages de Charcot et de Lucienne Bell. Et ça, c'était vraiment une super idée. J'ai adoré retrouver ces deux personnages ensemble. Et donc là, dans la Chambre des morts, c'est pareil, on va assister. Bon, il y a un crime un peu étrange, voilà, des crimes assez macabres, hein, des mises en scène macabres. Et puis, il y a J'avais adoré l'atmosphère parce que il y a un cadavre qui est abandonné dans une usine désaffectée. Donc on ressent bien Franck Tillier du Nord, hein, donc on ressent bien le côté voilà, du Nord qui est malheureusement toutes les industries ont fermé, avec tout ce que ça engendrait au niveau du chômage et puis malheureusement une augmentation du taux d'alcoolémie, du taux de consommation de drogue. Enfin voilà, malheureusement c'est une triste réalité. Et voilà, on retrouve cette ambiance assez sombre, assez pesante. Voilà, il y a ce cadavre qui est abandonné là. Lucienne Bell va devoir enquêter. Elle-même a des secrets, alors on ne sait pas trop ce qu'elle cache, on essaie d'en savoir plus, il faut attendre de lire le roman. Et puis il y a toujours la présence de ces éoliennes, il y a des éoliennes, et on a l'impression vraiment de sentir les pales des éoliennes voilà, qui viennent, qui sont près de ce corps, dans cette ambiance d'enquête qui a un côté très sombre, pour le coup, oui, très automnal, mais plutôt sombre, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, ça a été moi ma découverte de Franck Tillier. Donc, ça restera un de mes chouchous de Franck Tillier, en fait, ce roman, puisque c'est comme ça que je l'ai découvert, et en plus avec un de ses personnages récurrents. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. C'est vrai que avant de lire ceux où ils sont à deux, Bell et Charcot, il vaut mieux avoir lu au moins les deux romans où Charcot est seul. Ceux avec Bell, un peu moins.
c'est un peu moins obligatoire, mais il vaut mieux avoir lu ceux avec Charcot quand même pour comprendre sa vie à lui, tout ce qu'il a traversé. Et c'est vrai que Fantilli ne fait pas de cadeau à ses personnages, je peux vous le dire. Si vous n'avez pas encore tout lu, voilà, ou si vous n'avez pas lu tous les Charcot and Bell, je les ai pas tous lus non plus, hein, mais voilà, je peux vous dire qu'il ne fait pas de cadeau à ses personnages. On va rester dans un côté un peu plus sombre avec cette fois une réécriture de conte que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle Le Reflet brisé de Nina Gorlier aux éditions Magic Mirror. Alors c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les réécritures de contes et voilà, vous voyez cette couverture avec voilà, l'usage défiguré. Et on va suivre Kirsten qui, voilà, qui est une jeune femme défigurée et qu'on oblige à épouser un roi beaucoup plus âgé qu'elle, qui pourrait être son père dans un autre royaume pour établir la paix avec ce royaume. Et elle arrive là-bas, sauf que cet homme, il a déjà été marié, il adorait sa femme, donc il la traite vraiment comme une moins que rien. Et la pauvre, je veux dire, elle a rien demandé, quoi. On l'a obligée à se marier. Elle se retrouve dans un royaume inconnu et personne ne l'aide. Elle trouve juste, au bout d'un moment, elle fait la connaissance du fils de son époux, où effectivement, elle va lier une amitié avec lui et des liens un petit peu plus forts aussi. Et j'avais adoré parce que, franchement, il y a un moment, un plot twist, je l'avais pas vu venir. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça m'avait retourné le cerveau. Et franchement, le personnage de Kirsten, je l'ai adoré. Parce que voilà, on parlerait peut-être de femelle rage maintenant, comme on dit, c'est-à-dire rage féminine, quoi. Voilà, c'est-à-dire de femme qui n'a pas envie de se laisser faire et qui, à un moment, eh ben, se défend et retourne le couteau contre l'ennemi. Et c'est vraiment, ce passage, mais c'est vraiment génial, c'est super bien trouvé. Et ouais, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, ça a été une découverte. Alors, je sais pas si ça plaira à tout le monde parce qu'on l'avait lu dans le cadre du prix de l'imaginaire de la Booksfair. Il y avait des gens qui avaient bien aimé, mais sans plus. Moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs, j'avais rencontré l'autrice au festival Atrebatia à Arras et elle m'avait dit que c'était un des personnages, enfin le personnage qui avait eu le plus de mal à écrire. Parce que c'est vrai que c'est le genre de personnage qu'on pourrait détester facilement, mais en même temps, moi je peux pas la détester. On comprend aussi pourquoi elle fait tout ça, pourquoi elle agit comme ça. Enfin, franchement, on lui donne pas le choix. Puis, il y a tout un. Il y a plein de surprises en fait dans ce roman parce qu'il y a ce gros plot twist là qui arrive et puis après on apprend encore d'autres choses et c'est juste incroyable et voilà et la fin oui ça pouvait pas être autrement quelque part, c'est une fin qui sera bien pour certains personnages, pour d'autres bah ils ont enfin ce qu'ils voulaient, mais voilà c'est pas voilà on est vraiment dans des personnages voilà très ambivalents, qui tout en nuances, ni complètement blanc, ni complètement noir. Voilà, c'était génial. Franchement, je vous conseille, il est top. J'ai d'autres romans d'ailleurs de cette maison d'édition, il faudra que je lise parce que j'avais très bien commencé avec celui-là, il faudrait vraiment que j'en lise d'autres, c'était tout simplement génial. Ensuite, celui-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je crois. C'est Emblème, tome 1, Le cercle des géographes de Ina Ciel aux éditions Naos. Regardez cette couverture. Bon, pour moi, ça fait là... voilà. On est dans quelque chose d'assez sombre, encore une fois. On est vraiment dans quelque chose d'assez automnal. Vous voyez, cette espèce de cerf qui est un peu étrange. On va suivre, dans un monde de fantaisie, on va suivre Ereb, qui est un jeune homme très torturé. Il a été attaqué par une créature apparemment assez horrible, une créature fantastique quand il était jeune dans un autre pays, quand il avait 4 ans. Et depuis, il ne cesse de faire des cauchemars et il est devenu complètement asocial, quoi. Il est asocial, très anxieux. Il n'arrive plus trop à se mêler aux autres. Maintenant, c'est devenu un jeune homme, mais sa famille s'est retirée. Sa famille est assez riche, hein. Elle avait un poids quand même dans la vie mondaine et de la vie politique. Elle a dû se retirer de tout ça pour mettre à l'abri Ereb, en fait. Son père est décédé, donc il vit avec sa mère et plus ou moins ses sœurs, puisqu'il y en a une qui va se marier, il y en a une qui est veuve. Mais voilà, ses sœurs n'ont pas de problème pour vivre en société, mais lui n'y arrive pas. D'ailleurs, il a une façon bien à lui d'essayer d'exorciser ses démons, ses cauchemars.
C'est d'ailleurs sur une scène d'ouverture assez prenante. On voit comment il essaie de voilà, d'exorciser tous ses cauchemars. On va parler de cabinet de curiosité. Alors, le cabinet de curiosité, à la base, ce sont des nobles hein, qui rapportaient des objets. On leur donnait des objets qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir et qu'ils mettaient dans des pièces, dans des vitrines pour voilà, les montrer après aux gens. Vous avez vu, j'ai un beau cabinet de curiosité, il est superbe. Il y avait beaucoup notamment d'objets qui venaient par exemple d'Asie ou voilà, des pays lointains où on ne connaissait pas forcément les usages de ces objets. Il y avait une mode aussi hein, d'avoir un peu comme ça des objets d'Asie et des cabinets, oui, assez étranges, où il y a des objets, des fois quand on visite des châteaux, on en voit encore, hein, des fois on se demande un petit peu ce que c'est comme objet. Bon, maintenant c'est noté, hein, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Donc il a son propre cabinet de curiosité qui est assez étrange aussi, Ereb. Et lui, il s'en veut d'avoir éloigné sa famille de la vie politique. Sa famille, en plus, voilà, n'a quasiment plus d'argent. Et jusqu'au jour où il y a une jeune femme, alors son nom c'est Cécilie, Cécilie qui veut l'épouser. Cécilie, elle est issue d'une famille très riche, mais ce sont de nouveaux riches, donc ils ne sont pas forcément super bien vus par la noblesse plus ancienne. Mais voilà, elle veut l'épouser. On lui comprend pas trop pourquoi, je ne sais pas trop ce qu'elle lui trouve, hein, vu qu'il vit complètement enfermé, elle l'a jamais vu. Bon, c'est un peu étrange en fait. Cécilie, bon, on le sait en lisant la 4e de couverture, elle a pour but de se marier, d'essayer de faire en sorte avec Ereb de l'entraîner au sein des cercles des géographes. Cercle des géographes qui voyagent dans d'autres pays pour faire des recherches. Et elle, ce qu'elle aimerait, c'est aller sur l'île de Scientifica pour pouvoir enfin être libre. Parce que le monde dans lequel elle vit, le royaume dans lequel elle vit, les femmes ne sont pas libres, elles dépendent de leur mari, de leur frère, de leur père, elles n'ont aucune liberté. Et Cécilie veut être libre, elle veut faire des recherches, et sur l'île de Scientifica, ce serait possible. D'où son idée d'épouser Ereb, de le convaincre d'aller ensuite, voilà, de rentrer dans ce cercle de géographes et ensuite d'aller faire des recherches. Alors, de fil en aiguille, il va se passer plein de choses. Il y a évidemment des sentiments qui vont se nouer petit à petit entre les deux personnages, même s'ils sont très différents, parce que Ereb est quelqu'un de très renfermé, je vous dis, limite asocial et très anxieux. Cécilie, c'est une femme forte, qui est obligée, elle, par contre, de se cacher pour pas montrer trop son caractère. C'est quelqu'un de très fort, qui n'hésite pas à aller dire voilà, ce qu'elle a à dire. Ils vont se retrouver dans le monde, il faut que je retrouve le nom de Exotica. Exotica, c'est le monde dans lequel Ereb s'est fait attaquer. Et évidemment, Ereb va vouloir essayer de comprendre ce qui lui est arrivé parce que dans ses cauchemars, il a quelques souvenirs qui lui reviennent et il a l'impression qu'on lui cache des choses. Voilà, donc c'est passionnant parce qu'on est dans une ambiance, encore une fois, assez sombre. On a en même temps des personnages. Ereb, c'est un personnage, on l'a lu en lecture commune, on a tout adoré ce personnage. Voilà, c'est toutes et tous, pardon. Il y avait aussi un lecteur avec nous qui était très content de voir pour une fois un personnage masculin plutôt bien travaillé et qui n'était pas forcément voilà, un personnage misogyne qui veut reléguer la femme à une moins que rien. Voilà, à ce niveau-là, Ereb, je veux dire, Cécilie, pour lui, c'est un être humain comme un autre. Il la traite pas moins bien parce que c'est une femme. Il ne la force à rien. Voilà, il est très respectueux. Et du coup, ces deux personnages, vous voyez, auxquels on s'attache, en particulier Ereb. Et il y a tout ce voyage qui va être fait. Et puis, il y a cette arrivée sur l'île d'Exotica où vivent des créatures étranges, extraordinaires. Et évidemment, il va y avoir, vous en doutez, des découvertes à la fin qui vont tout remettre en question et qui vont nous faire percevoir les choses complètement différemment. Alors le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est une duologie. Donc voilà, si vous ne voulez pas vous lancer dans une grosse saga, c'est le moment où jamais vous pouvez. C'est vraiment... c'est vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Et voilà, c'est pas une grosse saga, donc ça peut être cool aussi. Je vais terminer avec alors un roman qui s'appelle Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks aux éditions Sonatine que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Je le mets dedans par le côté étrange du roman. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais quand on parle de nature, j'ai envie, c'était avec Murmure du vent Cheyenne, avec Emblème aussi, j'ai envie de mettre ça en automne. Je ne sais pas pourquoi je ne veux pas mettre ça en été ou
ou au printemps. Alors en même temps, c'est des romans assez sombres, hein, donc c'est pas ils vont pas forcément avec les saisons de l'été ou printemps où on imagine des choses un peu plus légères. Mais comment voyager dans les terres oubliées, voilà, c'est quelque chose, c'est un livre très à la fois contemplatif au début, qui installe bien ses personnages, et ensuite qui part, on est quasi dans du body horror, dans de l'horreur, enfin, et en même temps dans de l'étrangeté. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait un message vraiment super intéressant. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Il y a peut-être plusieurs interprétations à lui donner. Donc, nous sommes en 1899, on va bientôt être en 1900, et nous sommes à bord du Transsibérien. Et on va découvrir plusieurs voyageurs, notamment une jeune femme russe. Alors, il part de Chine pour arriver en Russie, le Transsibérien. On sait juste qu'elle a changé de nom, on ne sait pas pourquoi. Évidemment, mystères qui vont se dévoiler petit à petit au moment de la lecture et au sein du train. On va suivre en personnages principaux une enfant, enfin une enfant, c'est déjà une ado. Mais elle est née dans le train, en fait, sa mère était chinoise, elle fuyait apparemment la Chine, elle a accouché dans le train, elle est décédée en accouchant, donc on ne sait pas vraiment d'où elle venait, qui elle était et ce qu'elle fuyait. Et l'enfant a grandi dans le train, elle est devenue en quelque sorte la mascotte, le porte-bonheur de ce train, et elle a toujours vécu dans ce train, ce qui fait qu'elle est devenue un peu Elle vit quasi en symbiose avec ce train, quoi. On sent qu'elle voilà, elle sent les remous du train, enfin c'est assez incroyable. On va suivre aussi un homme qui est un chercheur qui a une théorie assez particulière. On est dans du fantastique, hein, j'ai oublié de vous le préciser au début. Je vais vous dire pourquoi après, si voilà, je vais vous redonner le résumé. Voilà, ce chercheur pense que en fait, dans chaque créature, il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui fait que cette créature va aller vers quelque chose de plus grand, va se transformer. Mais pour lui, le point d'orgue de cette transformation, c'est de devenir un être humain. Bon, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il y a de mieux au monde de devenir un être humain. Mais voilà, par exemple, n'importe quel oiseau, quel animal, voilà. Il a au fond de lui cette capacité de transformation et d'atteindre l'apogée en devenant être humain. Donc évidemment, il a été complètement ridiculisé lors d'une conférence au Royaume-Uni, et il voudrait apporter des preuves à sa théorie et retrouver, bien sûr, redorer son blason. On va suivre aussi des personnages secondaires comme le cartographe du train, la capitaine du train, une vieille comtesse russe avec sa dame de compagnie. On a aussi voilà, des marchands assez riches, on a un jeune couple, on a plusieurs personnages comme ça. Et va arriver aussi dans le roman un personnage, Elena, assez mystérieux. Une jeune fille là aussi, assez mystérieuse. Et en fait, on est dans un monde fantastique puisque la Sibérie, il y a plusieurs années de ça, a subi des mutations. La nature a muté. Et on ne sait pas trop ce qu'il y a eu comme mutation parce que les humains qui vivaient là-bas, alors soit ils se sont enfuis, soit ils se sont transformés à leur tour, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a des explorateurs qui sont partis aussi visiter la Sibérie, ce qu'on appelle maintenant ces terres oubliées, et ils n'en sont jamais revenus. Ce qui fait que les humains, pour protéger le reste du monde de ces mutations, ont érigé un mur immense entre la Sibérie et le reste du monde, avec voilà, le transsibérien qui va passer le long de ce mur, qui va passer un moment au milieu des terres oubliées aussi, enfin au bord des terres oubliées. Donc il y a des miradors tout au long de la route. Et à la fin, quand vous arrivez à la fin de votre voyage, vous avez une petite mise en quarantaine pour voir si tout le monde est OK, personne n'a subi de mutation. Et si jamais vous avez subi une mutation, ben on clôt carrément le train et on vous laisse mourir dans un coin. C'est jamais arrivé, sauf que là c'est le voyage précédent, celui auquel on va assister, il y a eu quelque chose d'étrange qui est arrivé. On ne sait pas trop quoi, puisque tous les gens qui étaient dans le train ont tout oublié. Personne n'a subi de mutation, hein, donc ils ont pu rentrer chez eux tranquillement. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Donc il y a aussi la volonté de certains personnages de savoir ce qui s'est passé exactement, si on leur cache des choses ou est-ce qu'ils ont vraiment oublié et qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, c'est assez particulier parce que il y a, par exemple, ils disent, voilà, ça y est, on quitte le mur, on va passer à travers les terres oubliées. Faites attention, vous avez plein de mises en garde à suivre pour ne pas, en fait, être hypnotisé par les terres oubliées. Notamment, ne regardez pas trop longtemps par la fenêtre parce que vous pouvez être hypnotisé par ce que vous y voyez.
Mais en même temps, on voit pas grand-chose, hein, il voit pas, mais faut pas rester devant la fenêtre pour pas être hypnotisé. Il y a le cartographe, il a tout un appareil aussi pour voir ce qui se passe au loin, pour pouvoir cartographier et recopier tout ce qu'il voit, faire des recherches. Il doit pas regarder trop longtemps non plus dans cette espèce de loupe géante. Enfin, voilà, c'est une ambiance vraiment très particulière. Et puis, bah, il y a un moment où il va y avoir des accidents, enfin un accident au niveau du train, donc ils vont être obligés de s'arrêter au niveau des terres oubliées. Et là, il va se passer des trucs juste incroyables. Et jusqu'à la fin, qui va nous tenir en haleine, on va se dire, mais où est-ce que ça va aller? Et c'est vraiment un roman étrange, hein. C'est sûr que, voilà, c'est un peu spécial, donc ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, alors la première partie peut paraître un petit peu longue par moment, parce qu'on se dit, bon, il va se passer quelque chose quand même là, parce que c'est bien ce voyage en train, mais on voudrait que ça avance. Mais en même temps, ça vaut vraiment le coup d'aller au bout. Et moi, je dirais que le message, pour moi, je l'ai perçu comme ça, mais le message, c'est en fait, c'est un message de tolérance envers ce qui est différent. Puisque évidemment la nature et les animaux ont subi des mutations, c'est pas pour ça qu'ils méritent de mourir. Il y a aussi, je pense, le rapport à la nature, le respect que l'on doit à la nature. Malheureusement, les êtres humains n'appliquent pas du tout. Pour moi, c'est les deux messages que je retiens de ce roman, c'est-à-dire de la tolérance envers ce qui est différent et surtout le respect envers la nature. Si vous le lisez, enfin, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous le lisez, ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que c'est un roman assez étrange. Et pour finir, j'ai terminé avec un graphique qui, là, pour le coup, j'aurais pu le mettre dans une vidéo automne horrifique. C'est Automnal, tout simplement, que j'ai lu l'année dernière, qui est un graphique juste incroyable. Bon, je vais vous mettre la vignette. Déjà, les couleurs, vous voyez toutes ces feuilles, ce visage sous les feuilles. Euh, pardon. En fait, on va suivre Kat et Sibylle. Alors, Kat est la maman, Sibylle l'enfant, si je ne dis pas de bêtises. On voit que Kat a beaucoup de difficultés. Elle a des difficultés dans ses relations avec les hommes. Elle a des difficultés pour garder un travail. Elle a des difficultés à élever sa fille. Elle est encore une fois, ça commence comme ça, le roman, j'allais dire, non, le graphique. Elle est convoquée à l'école encore une fois parce que sa fille a été violente. C'est une préado, sa fille. Et puis, on ne sait pas qui, bon, le père les a abandonnés. Mais surtout, elle a de grosses difficultés financières et elle apprend que sa mère est décédée. Alors, sa mère habitait la petite ville de, je ne sais pas si je vais retrouver, de Comfort Notch. Le mot confort, ouais, Comfort Notch. Et on se rend compte que Kat, elle en veut à sa mère. On ne sait pas trop pourquoi. C'est pareil, on va le découvrir en lisant le graphique, mais on ne sait pas trop pourquoi elle lui en veut, pourquoi il y a eu cette coupure, pourquoi elle a quitté cette petite ville des États-Unis qui a l'air tout à fait tranquille et sympathique, qui a l'air seulement. Et en fait, elle apprend que sa mère est morte, qu'elle a légué sa maison à une personne inconnue, et que cette personne inconnue la maison à Kat. Vous voyez déjà un peu le truc tordu, hein. Mais Kat, de toute façon, elle n'a pas de boulot, elle commence à être poursuivie par les huissiers parce que voilà, elle n'a pas payé, elle a plusieurs mois de retard de loyer. Elle veut éloigner un peu sa fille de tout ça et voilà, elle se souvient d'une petite ville tranquille. Donc elle y va tranquillement dans cette maison. Alors déjà, pour commencer, il y a un comportement un petit peu étrange des gens qui ont l'air un peu obsédés par les feuilles mortes de l'automne, voilà, qui jonchent le sol, mais qui n'ont pas l'air d'aimer ces feuilles, voilà, qui n'ont pas l'air d'apprécier la beauté de ces feuilles de belles couleurs. C'est un petit peu étrange. Elle rencontre un homme qui essaie de l'avertir, mais elle se met à dos tout de suite la femme de cet homme. Elle ne sait pas qui est l'inconnu qui lui a légué la maison. Elle ne sait pas pourquoi sa mère a fait ce qu'elle a fait pour qu'elle quitte la ville. Et on va se retrouver vraiment à la fin dans quelque chose d'horrifique en fait. C'est horrifique. On se rend compte que tout a un prix en fait. Elle rencontre un homme aussi, Kat, un homme bien. Ça se passe bien et tout. Donc a priori tout pourrait bien se passer, mais malheureusement on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, on se dit déjà pourquoi elle a quitté la ville, pourquoi sa mère a eu ce comportement, qui est cet inconnu qui lui lègue la maison. On sent le truc, voilà, pas très net.
ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et effectivement, ça tourne très très mal. Et voilà, on a encore une fois ce retour à la nature, à la nature, mais la nature toute puissante contre laquelle l'homme ne peut rien faire. J'aime bien aussi, alors je ne voudrais pas le vivre, hein, évidemment, mais voilà, il y a un rappel de la nature est plus forte que nous, quelque part. Si un jour elle veut se rebeller, eh ben, elle le pourra, elle le pourrait. Et voilà, gare à vous. Et voilà, il y a ces esprits aussi qui hantent. Il y a une grande forêt, évidemment, à côté. Il y a un petit côté witchy, sorcière. Et puis, il y a une grosse idée de vengeance aussi, puisqu'il y a aussi, quand elle arrive dans la ville, même elle se souvient du coup d'une comptine qu'elle chantait enfant, qui est une comptine assez étrange aussi. Voilà, vous êtes tout de suite mis dans l'ambiance, hein, et j'adore. Pour le coup, c'est vraiment super comme ambiance. J'ai adoré. Mais attention, on plonge dans de l'horreur, hein. À la fin, c'est voilà, c'est quand même assez horrible. Voilà, c'est la nature, mais la nature dans ce qu'elle a de plus cruel, de revanchard, ou alors qui aide les personnes les humains qui se sont rapprochés d'elle, en fait, qui sont rentrés complètement en symbiose avec elle, et ça donne pas des résultats toujours joyeux pour les autres, quoi. Mais c'est vraiment une très très bonne, un très très bon graphique. J'ai adoré, hein. Ça one shot, c'est tout simplement génial. C'est super bien trouvé. C'est dur, hein. Voilà, c'est dur par les choses que ça aborde, mais c'est vraiment pour une ambiance vraiment automnale, horreur. Je vous la conseille fortement. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ces petites recommandations de lecture automnale. N'hésitez pas à me dire si il y en a certaines que vous avez lues de ces recommandations, si vous les connaissez ou s'il y en a certaines qui vous tentent. Je vous attends en commentaire, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!